Bonjour, mon nom est Geneviève Arsenault et je vais vous parler de cortisol et de troubles cognitifs légers. Regardons d'abord ce qu'est le cortisol. On peut le mesurer dans toutes les cellules du corps, soit dans le sang, la salive et même les cheveux. C'est une hormone de stress, donc vous en sécrétez lorsque vous êtes stressé physiquement ou psychologiquement. 4 facteurs ont été identifiés pour éliciter une réponse de stress, soit le contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté et l'ego. Vous êtes probablement plus susceptible à l'un ou l'autre de ces 4 facteurs, et plus il y a de ces facteurs présents dans une situation donnée, plus les chances sont bonnes pour que vous ayez une réponse de stress. Pour sécréter le cortisol, vous avez besoin d'une toute petite partie de votre cerveau, située juste au milieu, l'hypothalamus. Lorsque l'hypothalamus est activé, il sécrète la corticolibérine qui active à son tour l'hypophyse. Une fois activée, l'hypophyse sécrète une hormone corticotrope dans la circulation sanguine. Cette hormone arrivera au niveau des glandes surrénales et stimulera la sécrétion de cortisol. Ce système se nomme l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, ou HHS. Afin de bien réguler sa propre sécrétion, le cortisol remonte dans le cerveau pour stopper l'activation de l'HHS. Le cortisol est sécrété de façon constante durant la journée, que vous soyez stressé ou non. Votre sécrétion de cortisol est à son maximum à votre réveil et à son minimum durant le sommeil. Ce rythme circadien est engagé par l'horloge interne du corps qui reçoit de l'information des yeux, lui indiquant s'il fait jour ou nuit. Pour la même raison, il est possible que le cortisol varie selon les saisons. L'une des principales craintes des personnes âgées sont les pertes de mémoire. Le vieillissement cognitif peut être conceptualisé sur un continuum allant de normal à démence. Entre ces deux pôles, on retrouve les troubles cognitifs légers. Les gens qui ont des troubles cognitifs légers se plaignent de perte de mémoire, corroborée par des déficits sur des tests neuropsychologiques, qui ne troublent pas leur fonctionnement et qui ne rencontrent donc pas les critères pour la démence. Ce qui est important, c'est que ces gens sont plus à risque de développer la maladie d'Alzheimer. 10 à 15 progresseront annuellement comparativement à 1 à 2 dans la population générale. L'Alzheimer est la forme la plus fréquente de démence, suivie tout près par la démence vasculaire. Le plus souvent, ces deux démences sont diagnostiquées ensemble. D'autres formes de démence sont les démences frontotemporales et les démences à corps de Lewy. Il y a plusieurs facteurs de risque connus pour la maladie d'Alzheimer. Par exemple, les personnes très âgées, les femmes, les gens qui ont très peu d'instruction et qui ont de mauvaises habitudes de vie sont plus à risque. Les gens qui sont porteurs du gène de l'apolipoprotéine E4 sont aussi plus à risque. Par contre, tous ceux qui expriment ce gène n'auront pas nécessairement la maladie d'Alzheimer et tous les gens qui ont la maladie d'Alzheimer n'ont pas nécessairement ce gène. Le principal symptôme de la maladie d'Alzheimer sont les pertes de mémoire. Ces pertes de mémoire seraient causées par la mort de certaines cellules nerveuses. Un cerveau en santé a une épaisse couche de matière grise, des ventricules normaux et des hippocampes de taille normale. Par contre, le cerveau Alzheimer a une couche très mince de matière grise, des ventricules élargis et presque plus d'hippocampes. Celui d'une personne avec des troubles cognitifs légers se situe entre ces deux. C'est ce que l'on nomme l'atrophie cérébrale. L'hippocampe, nommé à cause de sa forme qui rappelle celle de l'animal marin, est responsable de la mémoire. Avec la pathologie d'Alzheimer, des plaques et des écheveaux se forment autour et dans les cellules nerveuses. C'est ce qui cause la mort des neurones des hippocampes. Ces plaques et écheveaux attaquent d'abord les hippocampes, causant les pertes de mémoire. Ensuite, ils se dispersent à travers d'autres régions du cerveau, causant d'autres troubles cognitifs, tels que les troubles de langage, les troubles de perception et les troubles de fonction exécutive. Quel est le lien entre le cortisol et les troubles cognitifs, vous demanderez-vous? Eh bien, ce sont les hippocampes. Les rats et les humains ont des hippocampes et des axes HHS très similaires. Des études chez les rats ont démontré que lorsqu'on stimulait leur hippocampe, leur axe HHS se désactivait et ils sécrétaient donc moins de corticostérone. C'est l'équivalent du cortisol chez les rats. Lorsque l'on détruit leur hippocampe, une augmentation de corticostérone est mesurée. L'hippocampe module donc l'axe HHS.
Parce que le cortisol est toxique pour les neurones des hippocampes, des chercheurs ont proposé l'hypothèse que des niveaux élevés de cortisol chronique rendent les hippocampes plus vulnérables aux effets de la maladie d'Alzheimer. C'est ce qu'ils ont nommé en anglais The Glucocorticoid Cascade Hypothesis. Par contre, il n'est toujours pas établi si l'atrophie des hippocampes due à la maladie d'Alzheimer serait la cause d'une augmentation de cortisol. On se retrouve en face d'un problème de l'œuf ou de la poule. La question qui m'intéresse, c'est de savoir si l'on peut prédire la conversion vers la maladie d'Alzheimer chez les troubles cognitifs légers en mesurant leur cortisol. D'abord, nous savons que les gens atteints de la maladie d'Alzheimer sécrètent plus de cortisol que les personnes âgées en santé, que ce soit mesuré dans leur sang ou leur salive. Qu'en est-il des gens avec les troubles cognitifs légers? Eh bien, pour le savoir, je vous invite à regarder ou à écouter mon deuxième podcast. Merci.